fut un temps où les voitures françaises triomphaient dans les grands prix. Elles avaient nom Bugatti, Talbot, Delahaye et plus récemment Gordini. Or, pour la première fois depuis bien longtemps, des voitures bleues entrent en lice. Des Alpines, conçues par Jean Redley, mises au point par Amédée Gordini, et des René Bonnet, dont nous parle précisément René Bonnet et son fils. Maintenant, c'est une nouvelle formule qui vient d'être créée, Formule 3, Formule 2. Et cette Formule 2, disons, est plus facile à réaliser, un peu moins chère qu'une Formule 1. Et puis, il fallait en parallèle que un grand constructeur, les grands constructeurs s'y intéressent. Ces voitures comportent des innovations que nous décrit Claude Bonnet. Elle est entièrement en plastique, c'est le premier point important. Ses réservoirs sont en plastique. Les autres points intéressants à signaler sont tout d'abord la suspension, extrêmement souple, nouvelle conception des voitures de course actuellement, la position très couchée du pilote, direction extrêmement directe. Au point de vue mécanique, c'est un 1000 cm3, double arbre-cab en tête. Il est alimenté par 2 doubles corps Weber. Monsieur René Bonnet, que pensez-vous faire au Grand Prix de Pau? Eh bien, je pense qu'on va faire une démonstration honnête. Je sais bien que les Français sont tous impatients de voir du bleu et des voitures bleues gagner, mais disons que pour la première course, ce sera un petit galop d'essai. Excellent galop d'essai en effet que le Grand Prix de Pau. Au départ, une vingtaine de voitures, parmi lesquelles les René Bonnet de Gérard Laureau et Jean-Pierre Beltoise, qui seront suivies avec une pointe d'inquiétude par leur constructeur. L'une d'entre elles sera classée. Il était hors de propos pour elle de songer à inquiéter le champion du monde Jim Clark, qui, au volant de sa Lotus, va s'installer en tête et donner le ton à la course. A noter l'excellente performance des Alpines, qui vont terminer toutes les trois, celles de Rosinski et de Bianchi prenant les 4e et 5e places. Bilan encourageant pour l'écurie France et victoire pour Jim Clark à près de 100 de moyenne. Jour troublé au Brésil où la politique de réforme voulue et proclamée par le président Goulart suscitait depuis quelques mois l'inquiétude et l'hostilité des milieux conservateurs. Avec l'appui de la plupart des chefs militaires, l'opposition vient de passer aux actes. Partie de l'état de Minas Gerais, la rébellion a fait tache d'huile jusqu'aux portes du palais présidentiel que M. Goulart a dû abandonner pour se réfugier avec sa famille en Uruguay. Les sursauts de résistance ont été très rares et les partisans de M. Goulart, les syndicats et la gauche, ont été neutralisés par l'armée. C'est le président de la Chambre des députés, M. Ranieri Mazzilli, qui assure l'intérim des fonctions suprêmes. La prochaine élection présidentielle confirmera-t-elle l'accueil qui semble fait à ce revirement? Le héros du Pacifique, le général Douglas MacArthur, est mort. Avec lui disparaît l'un des chefs les plus prestigieux de la dernière guerre, un homme dont le magnétisme et la personnalité ont profondément marqué ce dernier quart de siècle. Il reçoit sa première décoration au cours de la Première Guerre mondiale des mains du général Pershing. Général à 38 ans, il est aux Philippines lors du désastre de Pearl Harbor. Il lui faut quitter Corregidor, mais il a solennellement promis de revenir. Il tiendra parole 30 mois plus tard. Le 2 septembre 1945, il reçoit au nom des Alliés la capitulation du Japon. 5 ans après, il se trouve en Corée à la tête des forces des Nations Unies. Une audacieuse opération l'amène jusqu'à la frontière chinoise. Il veut exploiter son succès et pousser plus loin, en Chine même. Le président Truman refuse le risque d'un 3e conflit mondial. MacArthur proteste. Alors le président des États-Unis relève de son commandement le général victorieux. MacArthur s'incline. À son retour, le peuple des États-Unis lui fait un accueil triomphal. C'est la dernière parade. Le vieux soldat entre dans l'histoire. Depuis la dernière guerre, la mécanisation et l'automatisme jouent un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne. Des méthodes de travail datant de plusieurs siècles étaient encore employées il n'y a pas 20 ans. Elles cèdent le pas maintenant de plus en plus fréquemment aux techniques les plus révolutionnaires. Cette automatisation systématique a provoqué ces dernières années divers bouleversements, dont l'un des plus marquants est l'augmentation extrêmement faible des effectifs ouvriers,
alors que les titulaires aux emplois de bureau ont subi dans le même temps un accroissement en flèche. Dans certaines grandes firmes, par exemple, l'effectif ouvrier augmentait de 18% alors que les services administratifs se multipliaient jusqu'à 109%. Aujourd'hui, un salarié sur 4 travaille dans un bureau et une seule défection peut nuire à l'organisation tout entière d'une affaire. Des groupements se sont créés pour dépanner immédiatement les entreprises. Le président de la Chambre syndicale des secrétariats intérimaires nous parle de l'importance de ces organismes. Nous comptons actuellement environ 10 000 personnes dans les différentes catégories, même un peu plus. Quel est votre rôle dans ces problèmes de personnel? Sur le plan entreprise, nous pallions d'une manière rapide, on pourrait dire presque immédiate, aux défaillances de ce personnel. Et quelles sont les conditions de travail pour ce personnel? Eh bien, selon leur goût, nous pouvons les employer soit d'une manière pratiquement permanente, soit par intermittence. Madame, pourquoi travaillez-vous à l'intérim? Eh bien, monsieur, pour plusieurs raisons. La toute première, pour ma liberté. Et puis, surtout quand nous avons des enfants, la facilité que nous avons pour les vacances et puis pour toutes leurs maladies. Et parce que j'ai l'esprit très indépendant, j'aime changer de milieu, j'aime la variété dans le travail également. J'ai choisi l'intérim pour avoir une certaine indépendance. N'ayant pas d'attache du côté conjugal, je n'en ai pas davantage du côté professionnel. C'est le printemps pour tout le monde. Dans l'œil des vaches, le seau de la grenouille, la toilette allègre du castor. C'est le printemps également pour lui. Pour les lapins aussi. Mais méfiez-vous de cet accès irrésistible de bonne humeur qui nous pousse à faire n'importe quoi, n'importe où. Il y a des choses qui sont interdites. Ça, par exemple, même sur un trottoir, même devant chez vous. Ça aussi, même si ce sont vos compagnons favoris et qu'ils ne sont pas méchants. Vous n'avez pas le droit non plus de vous promener avec une hallebarde. Par contre, quel que soit votre âge, vous pouvez choisir des costumes qui font plus jeunes. Et vous avez parfaitement le droit également de tenter votre chance. Et quelle chance! Mais choisissez bien votre endroit pour le premier bain en plein air. Et ne vous mettez surtout pas en colère si quelques gouttes de pluie viennent troubler votre soleil. Vous retomberiez dans les interdictions. Double surprise à Courchevel. Le soleil avait enfin rendez-vous avec la neige. Ensuite, l'apparition d'un engin qui conjugue les joies du ski et les agréments de la promenade motorisée. Aussi à l'aise en montée qu'en descente, aussi efficace sur piste damée qu'en neige profonde, le Husky a déjà fait ses preuves dans les forêts canadiennes. Son ambition en Europe est de devenir un sport à part entière. Ce scooter des neiges emporte facilement 3 adultes à 40 à l'heure et procure toutes les émotions de la voiture de course. Revanche assurée à tous ceux qui n'ont pu dépasser le cap du cours élémentaire des écoles de ski, désormais, point n'est besoin de s'appeler Kili ou Perilla pour avoir son petit succès. Toujours à Courchevel, les skieurs parachutistes de plusieurs nations ont pu confronter leur talent à l'occasion de leur critérium annuel. Le but de ce concours est de former des parachutistes capables de porter un secours immédiat partout où les moyens classiques ne peuvent être employés. Les uns après les autres, jeunes garçons et jeunes filles se sont lancés en chute libre en direction du point idéal avant de libérer leur corolle. Ivresse du corps filant vers la terre à une vitesse vertigineuse, mais ivresse consciente, vitesse contrôlée, chute calculée sur la montre de poignet avant le déclenchement de l'ouverture. Tous ces jeunes ont fait preuve d'une habileté exceptionnelle pour infléchir leur descente vers le bon axe. Et à ce jeu, le meilleur fut le Parisien Bernard Couture qui enleva la première place en tombant pile sur la cible.